Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas Flavaux. Bonjour Salomé. J'ai un gros écho dans le micro, non? C'est pour coller avec la bande originale du livre des Nuits d'été. J'ai un petit vocodeur en arrière-fond. C'est drôle parce que ce matin, en prenant le train pour venir ici, j'ai vu un peu les fêtards qui rentraient sur le quai de la gare, qui rentraient d'une longue nuit. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, les nuits d'été, la tiédeur de l'air, traîner au bord du lac, rentrer à l'aube. Enfin, ouais, 10 heures, c'est l'aube. Et je me suis dit, on a un horaire un peu ingrat pour faire une rencontre Ouais. littéraire. Donc déjà, merci beaucoup de vous être levé, déplacé. Et en même temps, je me disais, c'est bien, c'est assez symbolique. Ça colle bien avec votre ouvrage, Thomas. Ouais, maintenant j'ai presque 30 ans et je me lève tôt, quoi. Ouais, le dimanche. Je suis devenu vieux. C'est nuit d'été. C'est la fin d'une nuit d'été. Là, c'est l'époque où les saisonniers rentrent chez eux. Normalement. Ils vont faire les vendanges. Ouais, voilà, parce que je me disais, c'est ça les nuits d'été, en regardant ces fêtards qui étaient sur le point de rentrer. Je me disais, c'est l'inverse des nuits d'été qu'on rencontre dans votre ouvrage. Thomas, Louise et Mehdi ont un peu des horaires inversés par rapport à ces fêtards-là. Je me demandais, est-ce que vous écrivez plutôt de nuit ou de jour ? J'ai pas de règle, en fait. Je pense que j'écris pas tout le temps. J'ai pas écrit vraiment depuis 6 mois. C'est sans doute aussi parce que les circonstances sont un peu particulières, je dois dire. D'abord parce que je terminais un livre dont la maturation a été très longue. Ça a pris près de 6 ans, je crois. Donc, dès le moment où je suis sorti d'usine moi-même et le moment où j'ai commencé vraiment à l'écrire, il s'est passé 5-6 ans. Mais je pense que je suis plutôt du genre à travailler comme un dingue pendant 1 an et ensuite un petit burn-out et 6 mois de repos, et après on peut repartir, et 1 an après un petit burn-out. Voilà, ça fonctionne comme ça, c'est du courant alternatif, quoi. Alors peut-être qu'avant de rentrer vraiment dans le texte, vous pourriez nous dire quel a été votre cheminement entre cet été que vous avez vous-même passé dans une usine et la version finale de ce manuscrit, parce qu'en faisant un petit peu des recherches, et j'ai trouvé plusieurs présentations du livre à, j'imagine, différentes étapes de travail. Et du coup, je pense que vous avez, j'imagine que vous avez revisité, reconfiguré plusieurs fois votre projet, tout en tenant l'os, le cœur, qui était donc le point de départ de votre travail, qui était en été à l'usine. Oui, alors il en sort un roman, il en sort un livre, mais c'était comment dire ? Autant Ostwald, ça avait été conçu dès le départ comme mon premier livre, donc Ostwald, avait été conçu dès le départ comme un livre, un roman, un texte qui était destiné à être publié. Autant ce livre, c'est le résultat, je dirais, de recherche formelle et d'investigation aussi, des tentatives anthropologiques aussi parfois, ou qu'empruntait aussi à des méthodes à l'ethno, tout ça. Compris donc 6 ans dès le moment où je suis sorti d'usine. Donc d'abord, je dirais, comment est-ce que c'est arrivé la littérature ? Comment est-ce qu'au fond j'ai eu l'idée d'écrire là-dessus ? Pas juste parce que j'ai vécu ça, je me dis tiens, il y a un truc à faire, ça ferait un bon livre, tout ça. Non. D'abord, je suis arrivé là-bas dans cette usine parce que j'avais besoin de thunes. Je venais d'arriver en Suisse et c'est quand même un endroit où on peut se faire pas mal de thunes, quoi. On en était 5000 balles à peu près, ça représentait vraiment beaucoup. Et ça me permettait de faire mon année d'études en Suisse, puisque à ce moment-là, j'étais étudiant à l'Institut littéraire suisse à Bienne. Et j'arrivais juste en Suisse, puisque je viens de France. Alors j'y arrivais sans idée d'écrire là-dessus. Pour moi, c'était même assez hors de question de faire ça. J'y étais pour travailler, j'y étais pour l'argent, point barre. C'était 2 choses très différentes. Mais il se trouve que j'ai commencé à tenir un carnet quand j'étais par là-bas, parce que ça me permettait aussi de de rendre un peu plus profond, plus utile cette expérience de l'usine. Donc j'ai tenu un carnet que j'ai intitulé mon herbier d'usine, où je faisais que constater toute une série de choses que je voyais, ou
ou des choses que je ressentais, vraiment beaucoup de sensations. Et j'ai notamment documenté mon amaigrissement durant l'ensemble de l'été, parce que à la fin, je pesais 58 kilos, quoi. Enfin, j'ai beau pas être très grand, c'était très maigre quand même. Et bon, voilà, je documentais ça. Et à la fin de cet été-là, j'ai commencé en fait à écrire Ostwald. J'ai pas commencé à retravailler là-dessus, mais au fil des années, ce matériau récolté à l'usine, il a donné, comment dire, ça revenait tout le temps. À chaque fois que je me remettais à écrire un texte comme ça, là, il y avait cette idée qui revenait. Et Ostwald, ça en garde des traces. Hein. C'est aussi l'histoire d'une usine qui ferme. Bon, il y a d'abord eu des pièces sonores et des performances, parce que j'ai lu en public des textes écrits à l'usine, donc je me cachais des fois, j'allais dans les chiottes, et je prenais mon téléphone et j'improvisais un texte, je le dictais. Et ensuite, rentrer chez moi à 6h du matin, je rentrais en stop et j'ouvrais une bière et je retranscrivais le texte et je le gardais comme ça. Ça m'arrivait parfois de les réécrire et de les redire ensuite à voix haute, ces textes que j'avais improvisés à l'usine même. Et notamment, je les improvisais, enfin, je les récitais en public, accompagné par un sampler, par des bruits de rotor qui avaient été mixés par moi et mon frère, avec qui je joue souvent en public. Voilà, il y a d'abord eu ça, il y a eu ensuite une tentative, un échec parfait, phénoménal. J'ai tenté de faire ce que Bourdieu a fait, son esquisse pour une auto-analyse. Mais en fait, je l'avais très mal lu, parce que ce livre de Bourdieu, c'est déjà un échec, parce qu'en fait, il n'y arrive pas, quoi. Il n'arrive pas à faire pour lui-même ce qu'il faisait pour les autres. Il omet complètement plein de petites choses importantes et mesquines qu'il a fait, sans doute. Et donc voilà, c'était une tentative, avec les outils de la sociologie, notamment bourdieusienne, d'analyser ma trajectoire sociale, celle d'un enfant d'ouvrier, etc., qui devient étudiant et qui commence à écrire. C'était presque comme une sorte d'analyse, dans le sens, ça me permettait de jeter les bases des choses avant d'écrire, quoi. Bon, échec complet, j'en ai rien tiré d'intéressant. Donc je suis revenu à la seule chose que je savais vraiment faire, je crois, c'est-à-dire créer des images, créer de la langue, créer de la fiction, créer de la narration, donc faire de la littérature. Et donc je suis retourné à cet herbier que j'ai publié avec le collectif Hétérotrophe. Il y en a là qui sont présents, ils me diront si je me trompe, une petite centaine d'exemplaires, je crois. Peut-être un peu plus. Et à compte d'auteur, comme ça, cet herbier d'usine, ça a été distribué un peu sous le menton, en région lausannoise. Sous le manteau, pas sous le menton. Pardon. Et voilà, et ensuite, c'est sorti au moment où je sortais mon premier livre, Ostwald. Et ensuite, voilà, je veux dire, écrire, ça commence à devenir mon métier. J'ai reçu une bourse, et là, fallait être sérieux, quoi. Donc, j'avais un appartement où j'avais un bureau, j'avais une bourse, et j'avais un éditeur qui me suivait. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le moment. J'ai fait mes armes avec Ostwald, et là, j'y vais, et j'écris un roman, parce que je suis devenu romancier entre-temps. Quand j'ai commencé à écrire sur l'usine, je ne savais pas exactement où j'allais aller. Est-ce que j'allais écrire pour la scène ? Est-ce que j'allais écrire pour l'image ? Est-ce que j'allais écrire de la poésie ? J'étais étudiant en école d'art, et je tâtonnais, quoi. Entre-temps, je suis devenu romancier. Et je vais peut-être le rester encore pour un petit moment. Donc, pour le coup, voilà le cheminement, je dirais. Merci. Je sais que non seulement on vous fait lever à 11h, mais en plus on attaque avec l'usine, donc c'est pas très tendre. Mais en fait, c'est ce que vous faites dans le livre. L'usine précède au personnage, à l'introduction des personnages. Est-ce que vous avez dû réfléchir à balancer en permanence parce qu'il y a aussi énormément d'humanité. D'ailleurs, je vais tout de suite parler de Thomas, Louise et Mehdi. Donc Thomas et Louise sont frères et sœurs. Thomas vient de... Je ne vous le raconte pas à vous parce que je pense que vous le connaissez. Ouais.
Thomas vient de rater ses études et n'arrive pas à le dire à ses parents de peur de décevoir son père particulièrement. Louise fait des recherches en sociologie sur les travailleurs frontaliers de la région du Jura suisse et français. Et Mehdi est ce qu'on appelle encore un travailleur saisonnier, c'est-à-dire qu'il passe l'hiver en station, généralement en Valais, et l'été à l'usine. Il fait en quelque sorte les 3-8, puisque quand il sort de l'usine, il va aider son père qui vend des poulets rôtis sur la place du marché. Ce trio, c'est déjà une configuration que vous aviez explorée avec Ostwald. C'est un petit... Qu'est-ce que ça apporte ? Je me demandais, est-ce que c'était pas que ça apportait en quelque sorte une dynamique supplémentaire, une tension aussi supplémentaire qu'un simple duo de personnages qui peut être amical ou amoureux. Est-ce qu'il y a dans ce trio de personnages, qu'est-ce qui vous plaît autant ? Qu'est-ce qui vous... Alors je pense qu'il y a deux choses. D'abord peut-être que alors c'est peut-être une image, peut-être une structure. Un système narratif comme ça qui me travaille peut-être un peu malgré moi. En tout cas, dans Ostwald, je pense que c'était moins pensé, c'était moins cousu avec le programme du texte. C'est drôle parce que je discutais avec une autre invitée ici, quand on a son premier livre. Et moi, quand j'ai commencé à écrire Les Nuits d'été, je me suis dit, en fait, j'écris encore le même texte, quoi. C'est reparti pour la même chose. Bon, après, je me suis dit, tant pis, je vais faire ce qu'un écrivain doit faire, à mon avis, c'est que je vais penser à la littérature, je vais penser à la forme, je vais penser à la structure, je vais penser à la langue, et si j'écris la même chose, je vais l'écrire d'une autre manière. Voilà, donc d'abord, peut-être qu'il y a une espèce de dynamique, peut-être un peu à la Julie et Jim, voilà, comme ça, que je trouve parfaitement romanesque, que je trouve très belle, comme ça, et voilà. Donc, ouais, mais aussi, et là vient peut-être le fait que ma recherche d'écrivain, ma recherche formelle, elle est nourrie par les sciences humaines. En tout cas, mon attitude face à l'écriture, elle est nourrie par l'anthropo, par la socio. Et en fait, ce trio, ça me permettait sans être didactique, sans expliquer ce que je trouve tout à fait énervant, donc sans expliquer concrètement, je ne sais pas, en des termes pompeux, la trajectoire sociale des personnages, comme on pourrait le faire d'ailleurs, comme certains romans le font avec la psychologie, quoi. Je ne voulais pas remplacer la psycho par la socio, quoi. Et donc, ouais, ça aurait été chiant, ça aurait peut-être même encore plus chiant. Et donc, pour le coup, ce que je voulais, c'est ces trois personnages, ça me permettait systématiquement de les situer les uns par rapport aux autres, et de le faire de le faire concrètement, de le faire autrement que par le commentaire. Et voilà, donc il y avait quelque chose de concrètement utile à ce trio, puisque c'est trois amis d'enfance, donc qui ont grandi dans le même quartier, mais qui ont eu des trajectoires qui divergeaient, parfois de façon très subtile, entre le frère et la sœur, par exemple. Et donc ça me permettait ça, parce que je crois que c'était une des conditions de la justesse. En même temps, il y avait beaucoup plus de tension dans le trio d'Ostwald, et là, il y a beaucoup plus de bienveillance, en quelque sorte. Et je me demandais, parce que vous avez aussi une manière de parler de la jeunesse d'aujourd'hui, sans stéréotypes, avec beaucoup de subtilité, à travers la fête, à travers les moments d'intimité. Et je me demandais aussi si ça vous permettait pas d'explorer un petit peu les nouvelles cartographies relationnelles des générations actuelles. Est-ce qu'il y a un petit de déplacer un tout petit peu les frontières sur les idées du couple, de l'amitié, de la fraternité. Ouais. Alors, je ne le conscientisais pas à ce point, mais en tout cas, ce que je voulais faire, c'était clair, c'est qu'il y avait des choses avec les... Enfin, soyons clairs, je réécrirais pas Ostwald autrement. Mais il y avait des choses avec lesquelles j'étais mal à l'aise, dans le sens... Je suis sorti épuisé de ce texte parce que c'était un narrateur qui ne me plaisait pas. Et je me souviens une fois à une lecture, il y a un étudiant de 18 ans qui est venu me voir après et puis qui m'a dit
je comprends vraiment ce que tu veux dire, ce que tu ressens dans cette scène de la boîte de nuit où il est jaloux, le personnage. Puis j'ai dit, ouais, mais il faut pas, parce que moi-même, je trouve dégueulasse à ce moment-là, et je pense pas comme ça moi-même. En tout cas, je veux pas penser comme ça. Donc, je voulais pas qu'il y ait de place pour ces sentiments de jalousie, etc., et ces dynamiques toxiques comme ça. Dans ce texte-là, je voulais raconter l'histoire de gens qui, malgré les déterminismes sociaux, étaient extrêmement liés, extrêmement amoureux les uns des autres, et extrêmement libres, et acceptaient la liberté des autres. Alors, je ne sais pas si c'est un fait générationnel, je ne le pense pas, mais en tout cas, c'est une aspiration, j'ai l'impression. Et c'est un modèle important, je crois, qui circule parmi les gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 40 ans, quoi. Ce qui est une génération, finalement. Donc oui, je voulais un texte lumineux et un texte plein de chaleur, où les gens s'aiment. Et je pense que le frère et la sœur, Louise et Thomas, ils ont des scènes qui sont pratiquement des scènes amoureuses, pas incestueuses, mais finalement, ils ont aussi un rapport à leur corps qui est extrêmement... où la question de la pudeur ou de l'impudeur, elle ne se pose pas. Ils prennent un bain ensemble et ça les amuse. Voilà, donc je voulais parler de ça, et je voulais peut-être aussi briser quelques clichés, comment dire, sur la jeunesse populaire, puisqu'il y a comment dire, depuis très 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 longtemps, il y a toute une littérature qui depuis les années 30 a matraqué cette idée très viriliste de l'homme prolétaire, et surtout du jeune homme prolétaire. Et franchement, la littérature de Pasolini, par exemple, elle ne fait pas exception, même si je l'adore. Et je voulais, au fond, sortir de cette image, à mon avis, assez classiste, et même souvent raciste, du jeune homme arabe, du jeune homme noir, ou du jeune homme prolétaire qui laisserait pas de liberté aux femmes, ou qui serait dans la domination physique. Et montrer qu'en tout cas, c'est pas comme ça que moi, en tant que jeune issu des classes populaires, j'ai vécu mon adolescence. Et que la question de la tendresse entre hommes, la question de la tendresse avec des amis d'un autre sexe, d'un autre genre que le mien, elle se posait pas comme on la montre au cinéma, comme on la montre en littérature. Enfin, je voulais un peu montrer ça, quoi. Montrer cette tendresse, en fait. Ouais, c'est ça. Écrire un texte tendre, ouais. C'est vrai qu'il y a un fantasme autour du corps. Je pense à De Rouillé d'os, notamment ce film d'Audiard, enfin chez Audiard en général. Il y a tout un fantasme sur. Voilà, exactement. Et c'est drôle parce que ça saute pas aux yeux quand on lit le livre, mais en le refermant et en y repensant, je me suis dit, vous explorez énormément cette question de la masculinité et des représentations et de la manière dont elle est vécue, de plusieurs manières. Je pense notamment à cette scène où je crois que c'est Romuald se déshabille en guise de protestation face aux difficultés aux plans sociaux de l'usine. Tout le rapport au corps, est-ce que ça, c'était quelque chose de conscient pour vous? Parce que je remarque, depuis le début de cette conversation, vous avez écrit avec une idée à la base que vous avez évidemment dépassé et digéré pour en faire de la fiction, puisqu'on ne peut pas... c'est la condition sine qua non, je pense, pour réussir une fiction, c'est de effacer l'idée, en tout cas de ne pas la poser en écriture. Est-ce que cette exploration des différentes masculinités, je pense aussi au regard que les Mehdi et Thomas jettent sur le corps de leur père, ce corps détruit par l'usine, ce corps misérable en quelque sorte, comment est-ce que vous avez embrassé tout ça pour le... Parce que la masculinité ouvrière, elle est empoisonnée. Et ça, il y a un article du Monde Diplo qui est sorti dans les années 2000 qui étudiait la propension d'overdose et d'accidents de la route chez les jeunes ouvriers, jeunes intérimaires de moins de 30 ans. Mais c'est incroyable. J'ai des amis morts. Hein. Des gens avec qui j'ai grandi, mais qui sont aujourd'hui au cimetière. Ils sont morts à 21 ans, d'overdose et beaucoup d'accidents de la route, notamment à moto. Cette question de la masculinité, elle est voilà. J'écris avec les idées. Je crois que
Moi, la théorie, les sciences humaines, mais aussi l'expérience, ma propre expérience nourrie de politique, elle est cousue avec mon écriture. Elle est ni le prétexte, ni la justification. Elle fonctionne avec, parce que l'écriture, elle me permet aussi d'avancer en tant qu'homme, de déplacer ces certitudes théoriques et ces choses-là, et aussi de soumettre des modèles théoriques au réel, à mon expérience, quoi. Parce que pour Dieu, c'est des vecteurs, quoi. C'est très théorique, quoi. Bon. Vous vous en cachez pas d'ailleurs, puisque vous mettez Robert Linhart en exergue du livre. Vous êtes clairement vous revendiquez même cet héritage, cette ligne. Voilà, ah oui, tout à fait. Oui, oui. Bon, il y a ça. Mais ensuite, je suis parti de l'herbier. C'est-à-dire que je suis parti des constats. Et c'est des constats que j'ai faits en tant qu'ouvrier, en tant qu'homme, pas en tant qu'étudiant qui avait étudié la sociologie, tout ça. J'étais avec ces gens qui étaient des gens avec qui j'avais grandi. On avait des amis en commun, etc. Et j'ai constaté beaucoup de choses. J'ai constaté la difficulté que j'avais à faire ce travail, qui était le travail de mon papa, de mon grand-père et de mes amis d'enfance. J'ai constaté l'écart qui s'était creusé alors que je n'avais que 21 ans. Hein, donc j'étais très jeune encore. Finalement, j'étais sorti du quartier quelques années avant. Et l'écart dans le langage, l'écart dans les corpus de valeurs, etc. Dans les musiques qu'on commençait aussi à écouter. Moi, je commençais doucement et certainement à m'embourgeoiser à ce moment-là. Bon, et tout ça, je le constate concrètement. Donc je pars de l'herbier. Et cette question de la masculinité, elle est présente, ne serait-ce que parce que l'usine, c'est le monde, mais en plus violent et en plus con. C'est-à-dire que tout y est paroxystique, tout y est exacerbé. Et la nuit, il n'y avait que des hommes français dans cette usine, où par ailleurs, il y avait aussi quelques Suisses qui travaillaient le jour. Plutôt des femmes, là pour le coup, des femmes qui avaient autour de 50 ans et à qui on donnait des travaux jugés moins pénibles, mais qui l'étaient, hein, qui étaient aussi pénibles. Bon. Donc il y a la division du travail à l'usine. Je ne l'ai pas observé en sociologue, je l'ai observé en tant qu'ouvrier. Et tout ça, je note, ça me saute aux yeux, et il faut bien que j'en parle. On n'est que des hommes français, la nuit, dans une usine suisse, où il se trouve aussi qu'il y a des femmes. Et ne serait-ce qu'en décrivant l'usine, je décris déjà un univers masculin. Donc voilà, tout part de là, je crois. C'est pour ça que j'ai donné un nom de femme à cette machine, ce qui permettait de révéler aussi le caractère extrêmement masculin de cet univers, en montrant que le seul personnage féminin était un... Voilà. Et ouais, voilà. Oui, donc cette machine, j'enchaîne, c'est Miranda. La sensuelle Miranda qui crache des stratos. Des stators. Des stators, pardon. Ce serait bien si elle crachait des nuages. Mais non, elle crache des pièces de cuivre et c'est le premier personnage en fait qui arrive dans votre livre, puisque tout s'ouvre sur une description de cette machine. Elle est au cœur... elle est vraiment comme une pièce lumineuse à l'intérieur du texte. Et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'elle n'a même plus besoin d'un ouvrier pour la faire fonctionner. Donc c'est vraiment l'annihilissement total du corps de l'ouvrier qui est juste là pour la surveiller, pour la débloquer quand elle s'enraye. Et vous dites d'ailleurs, c'est un peu aussi tout le sujet du livre, que les opérateurs ont remplacé les ouvriers, que la génération des parents de Thomas et Mehdi pouvaient faire carrière à l'usine, finir par s'acheter un pavillon, et qu'aujourd'hui c'est juste des jobs intérimaires qui sont complètement vides de sens. D'ailleurs, je me disais, c'est dommage que... je me demandais si vous étiez aussi un lecteur de David Graeber, je crois, qui vient de mourir malheureusement, et avec qui a théorisé donc le bullshit job, les jobs à la con ou qui sont complètement vidés de leur substance, de leur sens. Et il y a eu beaucoup de pensées, je pense notamment au philosophe Crawford qui a théorisé le sens mécanique. Philosophie, ça va me revenir, mais sur l'importance de voir le sens de la tâche qu'on est en train de faire.
Et Miranda, elle symbolise tout ça. Et en même temps, vous dites l'usine, c'est un monde de gestes et de bruit. Et vous dites aussi à un moment donné, l'usine, c'est une langue étrangère. Et je me demandais si écrire l'usine, pour vous, ça a été apprendre à maîtriser une langue étrangère. Je pense notamment à un moment où vous faites toute cette énumération de verbes à l'infinitif. Est-ce que écrire sur l'usine, ça demande d'assimiler une langue étrangère ? De créer une langue, un dialecte. De créer un dialecte, ouais. En tout cas, ça demande de faire subir un certain traitement à la langue française. Parce que je ne pouvais pas écrire l'usine avec une belle langue. Bien sûr que finalement, moi, je ne peux pas me détacher de comment dire, de l'apprentissage scolaire que j'ai fait du français et de la littérature. Parfois, ça a été cette langue bourgeoise dans laquelle j'écris. Bourgeoise dans le sens où elle maîtrise les codes du français et les codes littéraires aussi. J'ai dû l'acquérir dans la douleur parfois. J'ai encore parfois du mal. Je suis pas un lecteur. Je lis pas facilement, même si j'essaye de lire beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup de mal à me concentrer plus de 30 pages. Bon, voilà, c'est comme ça que je suis. Bon. Oui, alors il a fallu faire subir un certain traitement aux Français parce que je pouvais pas, c'est ça, juste arriver avec une langue scolaire et parler de l'usine. Il fallait que je fasse ressortir le caractère extrêmement pauvre, appauvri et répétitif de l'usine. Il fallait que je fasse ça. Et là, ça a été un long travail. Sans pour autant que la lecture devienne pauvre et répétitive. Ouais, voilà. Donc c'est complexe. Ça. C'était pas facile. En tout cas, quand j'essaye de le décrire par une succession de verbes infinitifs, pour moi, c'était parfait. Enfin, l'infinitif, voilà, c'est des choses qui ça se répète à l'infini, quoi. Et donc voilà, je crois que c'est au tout début du livre où je parle de cette langue de l'usine. C'est juste une succession comme ça de la syntaxe. Plus qu'une langue, c'est une syntaxe. C'est une manière de faire s'ajouter des choses aux choses, de construire un paysage, de construire une expérience qui est complètement différente de la vie de tous les jours, quoi. Parce qu'il y a une série de tâches qui sont accomplies répétitivement, et à la fin, la personne qu'on est, les émotions qu'on a disparaissent complètement dans cette suite ininterrompue de tâches. Et quand je dis langue étrangère, je le fais c'est une image, en fait. C'est parce que je crois que c'est le personnage qui dit on a intégré l'usine au moment où on rêve le bruit des machines et où on entend le bruit des machines tout le temps dans notre rêve, avec cette idée qu'on maîtrise une langue étrangère lorsqu'on commence à rêver dans cette langue. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très vite quand même, de rêver de l'usine, de rêver des gestes, de vivre en fait avec cette pulsation de l'usine. Donc il fallait, au fond, que je fasse entrer le lecteur comme moi je suis entré et comme le personnage entre. Il découvre l'usine, il est d'abord en état de choc, il reçoit d'abord ses sensations en pleine gueule, très fort, et les premiers mots, c'est des sensations. C'est une odeur, c'est du bruit, c'est l'odeur du fer brûlé et du plastique fondu. C'est des couleurs, c'est d'abord ce qui nous arrive dans la tête comme une explosion. Et ensuite, il fallait faire entrer petit à petit le lecteur dans cette syntaxe pour ensuite la briser. Parce qu'en fait, et là je cite Robert Linhart, très vite aussi, si ce livre a été difficile, c'est-à-dire que je voulais écrire sur l'usine, comment est-ce que je vais écrire sur l'usine ? On n'est plus dans les années 70, on n'est plus dans les années 60, où l'usine incarnait aussi quelque chose d'autre socialement. On n'est plus à une époque avec un parti communiste à 30% en France. L'usine, ça ne représente plus la même chose. Aujourd'hui, le monde ouvrier, il n'est plus dans les grandes usines. Il est dans les angles morts du monde. Il est dans les entrepôts, dans ce qu'on appelle le secteur de la logistique.
ils sont plus invisibles que jamais, ils sont dans ces endroits. Donc l'usine, elle ne représente plus la même chose. Je ne peux pas, au fond, raconter le monde si je reste dans l'usine. Par contre, je raconte un lieu qui exprime de façon paroxystique les dynamiques de violence qui existent dans l'ensemble du champ social, et particulièrement dans la vie de ces gens dont je voulais parler, qui étaient mes amis d'enfance. Donc, assez vite, je tente donc cet état de choc, de faire entrer le lecteur dans la syntaxe pour ensuite sortir de l'usine et montrer, au fond, que l'usine, c'est une partie d'une constellation, c'est une partie d'un monde dont elle est, d'une certaine façon, l'image, mais qu'elle incarne pas complètement. Et en fait, voilà, pour parler de ce qu'on ne peut plus tout à fait, je crois, appeler le prolétariat, en tout cas pas avec l'usage qui a été fait de ce mot et l'imaginaire qu'il charrie, même si on peut encore appliquer une analyse marxiste à tout ça, mais c'est une autre histoire. Voilà, il fallait parler, comment dire, de toutes ces choses entre lesquelles la vie des prolétaires est éclatée aujourd'hui. Et voilà. Et pour revenir à ce que vous disiez avant, cet éclatement, bien sûr par astuce littéraire et par simplicité littéraire, je montre sans vraiment le montrer et sans vraiment le dire que c'est le réel dans lequel vivent, c'est la réalité dans laquelle vivent les gens comme mon âge et qui sont nés là où je suis né et qui n'ont pas eu l'occasion de sortir de là et puis de faire un petit peu autre chose. Mais c'est pas une réalité qui date des années 2000 ou 2010. Un des textes qui fait partie un peu du reader, du dossier de recherche de ce livre, c'est un texte de Stéphane Beau, sociologue, qui s'appelle donc le rêve de l'intérimaire, et qui est une étude de cas parue dans cette somme de Bourdieu, La misère du monde, et qui raconte un intérimaire, l'histoire d'un intérimaire qui vit à Audincourt, à l'endroit où j'ai grandi moi-même, dans un foyer de jeunes travailleurs, tout près de là où j'ai grandi. Et c'est une enquête qui a été faite en juillet 1991, donc j'avais 2 mois. Donc c'est le même quartier, mais déjà c'est un mec qui vient du Val-de-Marne, je crois, et qui se retrouve dans ce foyer. Il aimerait bien faire venir sa femme, mais il ne peut pas. Il attend peut-être un contrat pour l'automne, mais il n'est pas sûr, donc il végète dans ce foyer de jeunes travailleurs. Voilà. Donc c'est un processus, c'est un long processus historique qui date pas d'aujourd'hui, qui est une certaine étape du capitalisme. Ouais. Et qui pourtant change un petit peu à chaque fois, parce qu'on voit bien que Mehdi et Thomas ont des regards sur leur père, sur la manière dont ils ont mené leur vie, dont ils l'ont sacrifié aussi, qui en fait correspond à d'autres enjeux qui sont les siens. Je voudrais juste dire encore un petit mot sur les langues du livre. Il y a une autre forme d'écriture que vous avez dû aller chercher, c'est l'écriture du silence. En fait, ces personnages, ce sont des taiseux pour la plupart. Il y a vraiment une difficulté à dire le ressenti, à dire la colère aussi, parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et pourtant, elle sort qu'avec difficulté. Comment est-ce qu'on fait passer cette langue du silence qui unit souvent un père et un fils, enfin, dans ce cas-là, principalement les pères et leurs fils? On travaille, parce que en fait, toute l'histoire de ce livre, c'était aussi un travail pour sortir du silence et de l'incommunicabilité de cette expérience radicale qu'est le travail en usine. Cette question du silence était déjà, je la travaillais aussi déjà dans Ostwald, mais là il y a quelque chose de plus fort parce qu'elle est tout à fait liée à la violence de la langue, je crois. Moi, je suis auteur, j'écris des livres. Donc, mon devoir, c'est de partir du silence pour tenter d'en faire quelque chose.
et d'exprimer des choses que je ne pouvais pas moi-même exprimer il y a 10 ans, peut-être. Ce qui est très... c'est compliqué tout ça, parce que c'est super compliqué. En tout cas, non, mais ça c'est clair que cette question de ce qui est tu, de ce qui n'est pas dit, quand on vient des couches populaires de la population, ça on le sait. C'est le lit de beaucoup de frustration, de beaucoup d'incompréhension. Et puis ensuite, on fait des études et on se retrouve à pas pouvoir vraiment parler avec notre grand-père, quoi, parce qu'on parle pas la même langue, parce qu'on n'arrive pas à comprendre son silence, on n'arrive pas à lui parler sans le violenter, je pense, finalement. C'est très compliqué. C'est aussi, les nuits d'été, c'est aussi l'histoire d'une conversation qui s'amorce. C'est une conversation qui s'amorce entre moi et les gens avec qui j'ai passé mon enfance. C'est une conversation qui s'amorce entre moi et ce monde. C'est aussi une conversation qui s'amorce entre le personnage de Thomas et son propre père, puisqu'il y a, je crois que le moment le plus important du livre, c'est une lettre que le père écrit au fils. Et il écrit très bien, ce papa. Il n'a pas du tout une langue empêchée, quoi, ou une langue qui serait pas belle. Il écrit dans une très belle langue. Bon, c'est moi qui ai écrit, bien sûr. Hein, donc, Sans blague. C'est vrai que ça, c'est un écueil alors que vous avez tout à fait évité. C'est un petit peu l'exotisme dialectal ou quelque chose de cette idée-là. Par ailleurs, la mère écoute de la musique classique et pas du Johnny Hallyday ou que sais-je. Ça, c'est... Ouais, il y avait dans une précédente version, j'expliquais pourquoi est-ce qu'elle écoutait de la musique classique. Elle était abonnée à des disques qu'elle recevait tous les mois du CE de Peugeot. Et puis ensuite, le père a été licencié de Peugeot. Donc elle a c'était par ordre alphabétique. Et puis pour le coup, elle avait eu le temps de recevoir que Brahms, Beethoven et Berlioz. Elle avait eu que des noms en B. Et donc pour le coup, elle écoutait Brahms, Beethoven et Berlioz un peu en boucle. D'où Les Nuits d'été, hein, qui est une Et après, une vous pièce avez dit de que vous Berlioz. n'aviez pas besoin de le justifier. J'avais pas besoin de le justifier. En fait, c'est surtout mon éditrice qui m'a dit « Ouais, bon, si tu le dis pas plus tôt, ça sert à rien de le dire maintenant, Thomas. » Je dis « Ok, Jeanne, d'accord. On va pas le dire. » Et en fait, je me disais, je voulais réagir à ce que vous disiez, quelque part, la littérature vous a d'abord éloigné de votre milieu d'origine, puisque ça a créé une fracture sociale, en quelque sorte, culturelle, puisque, évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas présent dans votre environnement, et finalement, elle Si, vous un peu quand même, mais en tout cas, qui n'était pas présente, qui ne me liait pas particulièrement à mes amis d'enfance, mais mes parents sont là, par exemple, je vais leur rendre justice, ils m'ont fait lire, ouais. Ils m'ont bien fait suer pour ça. Ouais. En tout cas, par rapport au fait de faire des études qui vous a un petit peu éloigné de vos amis d'enfance. Ouais. Et ensuite, ça vous a rapproché, puisque ça vous a permis de vous réintéresser, de reprendre contact, si j'ai bien compris, avec certaines personnes. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Hein. Je veux dire, Annie Ernaux, quoi, tout ça. Je veux dire, c'est comment est-ce que la littérature, au fond, plutôt le savoir et le contexte dans lequel s'apprend le savoir, et puis ce que ça produit sur nous, comment est-ce que ça déplace, ça clive notre habitus. C'est une longue histoire que j'expérimente moi-même. Ouais, c'est ce vieux coup du transfuge, quoi. Ouais, qui fait beaucoup recette d'ailleurs en ce moment. Ouais. Oui, ça m'a finalement rapproché. En tout cas, ça m'a permis de comprendre par quel. En tout cas, l'écriture m'a permis. Désolé, tu voulais dire. Non. L'écriture m'a permis de me trouver un lieu où je pouvais penser ça. Vous êtes lu par vos amis d'enfance, votre grand-père Bon, j'ai rompu. Hein. J'ai rompu il y a un bail. C'est parce que ça devenait trop dur, c'était plus possible. Mon papa, oui, m'a lu. Ouais. Il a regardé. Je lui ai demandé, est-ce que voilà, parce que moi finalement j'étais juste un étudiant qui a bossé en usine pour se faire un peu de thunes. Je lui ai dit est-ce que tu trouves pas que je dis des grosses conneries, tu vois? Non Thomas, ça va, tu dis pas trop de grosses conneries.
Alors, j'ai dit, je vais vite faire une dernière question. Alors, je pourrais pas parler des recherches de Louise qui travaille sur, parce que ça nous prendrait trop de temps, mais peut-être juste pour conclure, il y a une dernière langue qui est présente par bribes dans ce livre, c'est la langue du hip-hop, la langue du rap, qui est quand même une langue qui même si on continue à la décrier, est une langue extrêmement importante dans le français d'aujourd'hui, qui déjà pas contamine parce qu'il y a quelque chose de négatif, mais qui s'introduit doucement dans le langage courant, qui est quand même le langage le plus écouté par la jeunesse d'aujourd'hui, qui s'écrit aussi, qui est une langue très écrite aussi. Chez certains artistes, chez beaucoup d'artistes, et que vous distillez comme ça par petites touches. C'était important pour vous de mettre la bande son de cette génération dans ce livre? Oui, parce que c'est la mienne pour le coup, et c'est une langue qui donc, il y a peut-être deux choses. Alors je pense, il y a ce que je suis moi-même, mon parcours, et puis ce que je considère comme étant un peu mon devoir d'écrivain. Ça, je mets des très gros guillemets à ça, mais j'en parlerai. Ce que je veux dire, c'est que le rap, ça a d'abord été mes premières émotions poétiques, je crois. Avant qu'il y ait Rimbaud, il y a eu Booba, voilà. Bon. Et ben voilà. Donc pour le coup, ils sont l'un à côté de l'autre pour moi. Et donc je me devais d'en parler. Je l'avais pas fait dans Ostwald. Je crois que dans Oswald, il y avait juste le personnage de Félix qui un jour était très mélancolique et mettait du hip-hop hardcore parce que c'était ce qu'il considérait comme un remède à la mélancolie. C'est ce que je fais moi-même. Voilà, je suis mélancolique, je suis pas bien, je mets Public Enemy et après je suis très énervé, c'est très bien. Bon, voilà. Je voulais en parler parce que, en tant qu'écrivain, c'est presque une faute professionnelle pour moi de ne pas écouter avec intérêt cette musique et de ne pas donner crédit à la parole des rappeurs. Et il fallait que j'en parle parce qu'en fait, elle dit le monde, cette parole. Et aussi, vous parliez de la question de la langue. Je ne tombe pas dans l'écueil de singer, de caricaturer une langue dialectale ou plutôt des sociolectes. Parce que c'est une langue qui n'est plus la mienne depuis longtemps et je ne voulais pas faire... Je voulais pas mettre des guillemets, je voulais pas non plus faire comme l'avait fait Édouard Louis, mettre des italiques tout en disant, enfin voilà, j'aime pas ça, on ne fait pas de la littérature, on ne fait pas de la sociologie pour faire ça. Enfin voilà, j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça, c'est un truc qui me révolte, ces italiques, c'est les trucs d'écrivains, des fois les italiques. Faire un cabinet de curiosité. Voilà, c'est ça. Mais comment dire, j'utilise une langue très travaillée parce que c'est devenu ma langue. J'utilise cette langue à la troisième personne pour lier ensemble ces personnages qui ont des différences de parcours. Donc Mehdi, voilà, il a pas le bac, quoi. Il est intérimaire. Louise, elle commence une thèse. Et Thomas, il a bien raté ses études de manière magistrale. Et donc pour le coup, ils n'ont pas la même vie. Mais la langue permet de les mettre ensemble. Voilà. Mais c'est à la troisième personne, donc je vole la parole de personne. Par contre, il fallait des moments où ces gens-là dont je parlais pouvaient parler. Et ils parlent par le rap. En tout cas, quand je cite, sans dire exactement qui c'est, je dis juste à la fin du livre, mais des paroles d'un rappeur qui a un nom très drôle, ça vous fera rire, il s'appelle Youn Pavarotti. Mais quand je cite des paroles, c'est genre, on pue le shit, mais on a l'étoffe des héros. J'instille de l'épique, j'instille du romantisme au fond dans les trajectoires de ces personnages, mais je les fais avec des mots auxquels ils adhèrent. Je sais qu'ils y adhèrent. Et là, pour le coup, je sais qu'ils y adhèrent parce que c'est pas mes mots, c'est des mots qu'on partage. Et donc, il fallait avoir ces mots qu'on partage dans ce livre. Il fallait que ce soit là. Et puis, c'est très cool d'avoir comme ça des paroles de PNL dans un livre. Des 13 distingués, édition de l'Olivier. Voilà. Il y a, je crois, La nuit nique sa mère. Ça, c'est un bon contrepoint au titre. Les nuits d'été, qui est le titre d'une pièce de Berlioz, dont le livret a été écrit par Théophile Gautier. Donc, c'est un livre d'écart. Et
Et le titre est là aussi pour marquer cet écart, je crois, avec la musique que ces personnages écoutent, que la daronne écoute, que la daronne, c'est le nom du personnage de la mère. Voilà, le rap est là pour rendre un peu de justice aux gens dont je parle et à qui je donne pas la parole, parce que c'est un gros problème, ça, quand on est écrivain. Comment est-ce qu'on parle des gens? C'est Nathalie Quintane qui, dans, je crois, Comment finir avec la classe moyenne, je crois, je ne sais plus comment le titre quel est le titre, mais en tout cas, elle dit est-ce que j'écris sur les pauvres, est-ce que j'écris contre les pauvres, est-ce que j'écris avec les pauvres, C'est une question, ces questions-là, elle est problématique toujours. Il faut toujours essayer de trouver une astuce pour faire parler les autres dans les livres. Moi, le rap, ça m'a permis de faire ça. En tout cas, vous avez dit quelque chose de très beau, c'est la langue qui permet de mettre tout le monde ensemble. Ouais. Je pense que c'est une belle métaphore de la littérature aussi, qui rapproche aussi les sujets et leurs lecteurs. Du coup, je vous propose qu'on termine là-dessus. Je vous encourage tous à lire cette très belle Nuit d'été, si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup Thomas Flao pour votre intervention. Et vous allez signer votre livre juste par là, voilà. Et bonne suite de rencontres et de journées au festival. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.